Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gones de vous retrouver, je l'espère en très grande forme bien évidemment. Aujourd'hui les amis, une petite causerie du chef spéciale Mercato, parce que j'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup depuis le début du Mercato, j'ai peu de temps pour moi malheureusement entre les enfants et le boulot et la vie de la côté, mais ce coup-ci j'ai pris la caméra, le micro et on parle ensemble des quelques dossiers du jour super importants, parmi lesquels notamment le départ de Martín Satriano, qui part même, c'est pas qui devrait, c'est qui part, c'est officiel, c'est le club qui l'a annoncé sur des coups, je crois, de 18h dans mon souvenir, son départ vers la Liga, vers l'Espagne, vers le club de Retafe, coaché par l'iconique coach, entraîneur, monsieur Bordalas, qui est un coach très particulier, qui aime beaucoup le jeu physique, intensif, rugueux, typiquement sud-américain et uruguayen. Je pense que pour Satriano, c'est un excellent choix de carrière, j'en parlerai au cours de la vidéo. Deuxième point, on évoquera ensemble l'autre news tombée, je crois, une heure ou deux après, via l'équipe et Hugo Guillemé, l'arrivée plus que probable, bien enclenchée, d'un certain Narte, qui vient du Danemark, un des jeunes talents qui joue dans les pays scandinaves et qui devrait logiquement signer à l'OL d'ici les prochains jours, prochaines heures. Un profil intéressant et qui pose une question de fond. Est-ce qu'on n'est pas en train de préparer l'avenir ? J'en parlerai là aussi en détail dans le deuxième point de la vidéo et on finira, les amis, sur un troisième sujet assez rapide, puisqu'en fait, Paulo Fonseca a laissé entrevoir l'hypothèse d'un nouveau numéro 9 qui pourrait débarquer à l'OL, et entre-temps, quelques heures auparavant, Michael Gerlinger avait confessé aux oreilles attentives de la presse et de mon ami Alexandre Corbos, que j'embrasse et que je salue, que l'OL pourrait pourquoi pas faire un petit peu de magie via le magicien Mathieu Louis-Jean. Est-ce qu'on n'est pas là en train d'annoncer un mercato qui pourrait être au final un peu plus ambitieux qu'on aurait pu l'imaginer ? Telle est la question dont je parlerai en toute fin de vidéo. Format pour ce coup-ci rapide, promis, parce qu'à chaque fois, je le sais, vous me le dites tout le temps en commentaire, Mika, tu as promis 10 minutes mais tu n'arrives pas à tenir le chronomètre. C'est vrai, ce coup-ci, je fais un gros effort et je vais tenter de respecter mon engagement de maximum, allez, on va dire 10-15 minutes, pas plus, promis, juré. C'est parti les gones, avant de commencer, n'oubliez pas, penser au petit pouce qui fait vraiment très très plaisir, pensez aussi à commenter, à me dire vos différents avis sur Satriano, sur Narte, sur ce qu'a dit Paulo Fonseca, l'arrivée d'un numéro 9. Est-ce que pour vous il y aurait un profil peut-être idéal de numéro 9, plus pivot, physique, dos au jeu ? Suggérez-moi en commentaire vos différentes idées, vos différentes pistes pour ce mercato de l'OL. Pensez aussi à vous abonner, activer la cloche, bref, booster le contenu en swipant, c'est super important. Vous connaissez maintenant la musique, tous ces petits gestes permettent de booster et de faire référencer le mieux possible le contenu, et ça c'est grâce à vous. Merci à toutes et à tous, c'est parti. Thème numéro 1, donc Martín Satriano, le grand envol, quelques mois après l'arrivée côté olympique lyonnais. Alors oui, Martín Satriano quitte donc l'OL, c'est officiel depuis maintenant, je crois, quelques heures, sous les coups de 17h dans mon souvenir, je vérifie, c'est ça, 18h pour être très précis, et ce communiqué de l'OL qui nous dit clairement que l'Olympique lyonnais, je vous lis le texte les amis, je le mets à l'écran, l'OL lève l'option d'achat de Martín Satriano avant son prêt à Retafe. L'OL a payé 1 million pour le prêt payant sur quelques mois de Satriano, il y avait aussi une clause d'achat totale à la fin de l'exercice, donc de 4 millions, ce qui fait donc 1 plus 4, 5. Et il y a aussi, le communiqué le dit dans le texte, un intéressement de 10% pour le Racing Club de Lens sur la plus-value d'une éventuelle revente du joueur, ce qui est le cas, puisque donc il part vers Retafe et donc la Liga. Alors pour l'OL, on est sur un montant, une vente, en tout cas non pas une vente, je me reprends, sur un prêt. On est sur un prêt payant d'un montant maximum, dit le communiqué, de 300 000 €. On peut imaginer, en tout cas c'est ma déduction, je n'ai pas d'infos là-dessus, mais on peut imaginer que ça se joue sur un nombre de matchs joués, sur différents paramètres facilement, je pense, accessibles, et que, in fine, à la fin de la saison, vers juin, donc 26, Retafe pourra donc acquérir définitivement le joueur pour 6,5 millions. Donc, si on fait le calcul total, on est à 300 000 plus 6,5 millions. On est quasiment sur une vente à 6,8 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal si elle se réalise. Il faut que le club espagnol lève l'option d'achat d'ici la fin de saison, donc on va rester prudent évidemment, mais dans les faits, c'est un deal qui est quand même plutôt bien négocié, c'est une plutôt bonne sortie, une belle sortie pour l'OL, pour le joueur et pour Retafe. Je pense qu'en fait, d'un point de vue objectif, pour tout le monde, c'est un deal qui est gagnant,
gagnant. Pourquoi ? Côté Retafe, il leur fallait un numéro 9, du style qui colle à l'empreinte, au style de jeu de Bordalas. Un joueur qui doit prendre les espaces, courir, être généreux, beaucoup défendre, être discipliné. Je pense que Satriano coche beaucoup de cases qui vont plaire à Bordalas, c'est quasiment sûr et certain. Pour le joueur, il était en manque de temps de jeu, et on le sait, Hendrick arrive, voilà, il y a fort à parier qu'il aurait eu des bouts de match, des bouts de fin de match. Pour un joueur qui veut se relancer après les ligaments croisés, bon, c'est pas assez. Donc lui, il voulait jouer, il a entre les mains un projet comme Retafe qui est vachement bien. Pour lui, je veux dire, par rapport à son profil de joueur, moi, si j'avais été l'agent du joueur, j'aurais eu sous la main différentes offres, 5 ou 6, parmi lesquelles Parme, Valence ou Retafe ou autre que j'oublie. J'aurais dit à mon joueur, écoute Martine, honnêtement, pour moi, il y a un projet qui colle bien à ton profil, tu auras moins de pression, tu auras du temps, la confiance d'un coach qui te veut, dans un style de jeu très très sud-américain, quoi. Beaucoup d'agressivité, densité, pressing, les courses c'est rugueux. C'est un style qui peut carrément valoriser Satriano, et moi je prends le pari les amis, je pense que dans ce club-là, dans ce contexte-là, il sera épanoui, j'en suis intimement convaincu. Enfin, côté OL, c'est un deal qui est gagnant aussi parce qu'on a acheté le joueur, donc comme je vous l'ai dit, pour un total de 5 millions, formule 1 plus 4. On le vendrait au conditionnel 6,8 au total, maximum. Donc tu générerais une plus-value nette comptable sur le différentiel vente-achat, même si, bien sûr, si on suit précisément les règles comptables, il faudrait calculer l'amortissement, donc diviser le montant total 5 millions sur le contrat du joueur. Donc sur un contrat de 4 ans, ça ferait 1,25 million par an d'amortissement. Donc en fait, on n'est pas sur un deal qui, d'un point de vue financier, est un deal extraordinaire, loin de là. C'est un deal qui est correct, bien sorti, bien exfiltré, mais voilà, c'est pas non plus un joueur qui coûtait extrêmement cher à l'OL en termes d'amortissement, mais en termes de transfert, oui quand même, parce que pour un joueur qui aurait été sur le banc, bench par Hendrick, il évoluait je crois à 120 000 euros mensuels, l'ami Satriano. Ça aurait été beaucoup pour un joueur simple remplaçant du numéro 9. Donc voilà, je souhaite évidemment le meilleur du meilleur au joueur. Je pense qu'il peut réussir à Retafe dans un contexte moins sous pression, avec moins d'ambition aussi sportive. Voilà, il aura plus de temps, ils lui feront confiance, un style de jeu qui colle bien à son registre, à son profil technique. Pour moi, ça match à tous les niveaux. Choix intelligent du joueur. Et à titre personnel, les amis, petite anecdote que je vous livre, Satriano, c'est un joueur que j'ai découvert non pas il y a 1 an ou 6 mois, ça fait maintenant quasiment 6 ans que je le connais, parce qu'en fait, à l'époque, on avait un petit groupe de copains qui suivaient beaucoup la Serie A, et mes copains fans de Serie A me disaient, Mika, pour l'OL, il y a un joueur qui pourrait être sympa en doublure. Je leur ai dit, ah bon, dites-moi qui c'est. Ils m'ont dit, c'est un Uruguayen qui a 20 ans, 19 ans, que l'Inter est allé choper en Uruguay, qui a fait là-bas très peu de matchs, quasiment aucun au niveau professionnel, mais qui a fait une super impression, et l'Inter l'a acheté pour ça. Je dis ok, d'accord, dites-moi où il joue maintenant. Ils m'ont dit dans la catégorie des jeunes, la Primavera de l'Inter. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vu des matchs de lui en catégorie de jeunes de l'Inter, pas beaucoup, je crois qu'il a fait au total peut-être 2, 3 ou 4 matchs, c'est quasiment rien. Mais je me rappelle d'un match en équipe de jeunes Primavera de l'Inter, et il avait été franchement phénoménal. Puissant, bon dos, jeu, buteur, forteresse aérienne, bon dans les airs. Vraiment, il était un très bon prospect, vraiment. Et je m'étais dit à l'époque, numéro 9 comme ça, doublure à l'OL, moi ça me va très bien. Il avait 19 piges, 20 piges, profil super intéressant, un petit peu cavanesque, à la Edinson Cavani. Mais le temps m'a donné tort. Malheureusement, c'est comme ça. Le foot va extrêmement vite. Tu peux être un joueur au profil intéressant. Si tu ne prends pas le bon chemin de ton développement personnel, ça ne colle pas. Et tu peux vite finir à Brest, à Empoli ou à Retafe. C'est comme ça. C'est pas un mauvais joueur. Je l'avais dit en vidéo, c'est pas un tocard, loin de là. Mais je pense que pour l'OL, il manquait des ingrédients importants, comme le flair. Le flair du numéro 9 qui va sentir les bons coups, qui va se jeter, sentir l'action, le sens du but. Et ça, par moment, c'est le point qui m'a le plus frustré avec lui. Il aurait pu être plus dans la lumière, plus briller à l'OL, mais il y a des matchs où vraiment, je sentais pas en lui le 9 tueur qui voulait tuer les matchs. Malheureusement, c'est comme ça.
Allez, on enchaîne, dossier suivant, non pas un départ ce coup-ci, mais une potentielle arrivée qui serait quasiment bouclée. Selon l'équipe et Hugo Guillemé, celle du jeune et talentueux danois de Brøndby comme on dit en danois pour être très précis, celle de Noah Narte, le jeune milieu de terrain très polyvalent qui peut être numéro 8 plus reculé, porté vers l'avant, numéro 10 sur le côté à droite, parfois même buteur. J'ai vu des bouts de match où il a évolué comme buteur. Bref, un joueur très polyvalent, talentueux, qui a une belle cote sur le marché européen et qui devrait donc, selon l'équipe et Hugo Guillemé, rejoindre notre club d'ici les prochains jours si, je dis bien si, il y a un accord avec son club. Alors pour être très précis, que nous dit Hugo Guillemé ? L'OL et Brøndby sont très proches d'un accord définitif à près de 8 millions d'euros hors bonus pour le milieu de terrain danois Noah Narte. Le joueur de 20 ans devrait s'engager 4 ans et demi avec l'OL. Alors on parle d'un montant donc de 8 millions, plus de bonus, plus un intéressement sur la revente du joueur. Ça c'est pour la partie montage financier. Et on nous dit que si l'OL parvient à boucler l'accord avec son club de Brøndby comme on dit en danois, logiquement le joueur devrait signer à l'OL d'ici les prochains jours. Donc les amis, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Moi, ce transfert-là, je trouve qu'il a beaucoup de sens, pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, d'un point de vue économique, 8 millions plus 2 pour un joueur qui est convoité pas mal en Europe, qui a un profil de joueur entre guillemets complet, total, quoi. Ce profil de milieu que le foot de maintenant produit tellement, et que le foot de maintenant valorise tellement aussi, très complet, gros volume de courses, devant, derrière, projection, jeu un petit peu polyvalent aussi, bref, un profil que les clubs européens recherchent. Beaucoup de clubs aimeraient avoir un Arte dans leur équipe qui peut jouer sur plusieurs postes, qui est complet, qui est dans l'intensité, la projection, le volume de jeu. Franchement, à ce niveau-là, super idée. Pour 8 plus 2 millions, ça me paraît vraiment pas mal du tout. On parle d'un joueur très talentueux qui a un potentiel assez important. Moi, les quelques images que j'ai vues de lui me montrent un profil franchement intéressant qui en Ligue 1 a toutes les cartes pour performer. Et j'irai même plus loin. Je pense que les dirigeants se disent aussi que ce profil de joueur-là, il est tellement Première Ligue compatible. C'est pour moi une évidence, c'est un joueur qui s'il performe en Europe, en tout cas je veux dire en dehors de l'Angleterre, on peut être sûr qu'au bout de 6 mois, 1 an, les sirènes anglaises vont sonner. C'est une évidence. Et les gones, vous connaissez comme moi le marché anglais qui est totalement dérégulé et un peu fou sur les bords. Si un profil leur tape à l'œil, un profil de joueur complet, milieu de terrain, box-to-box, vous pouvez être sûr que des clubs vont arriver et poseront une somme x3, x4, x5 par rapport à ce qu'on a payé. Ça, ce que je vous dis là, je n'apprends rien à personne. C'est une logique que le foot anglais suit depuis maintenant très très longtemps. Le foot anglais scrute attentivement les clubs français et la passerelle France-Angleterre, elle est maintenant connue. Donc d'un point de vue économique, transfert qui me paraît vraiment cohérent. D'un point de vue foot, c'est cohérent aussi. C'est un profil de joueur qui, dans le 11 de Fonseca, dans le jeu que veut Fonseca, pourrait vraiment apporter une vraie plus-value. On a beaucoup de milieux de terrain qui sont des joueurs non pas de mouvement dans le cœur du jeu, mais plutôt des joueurs de pied. Exemple, Morton, même si, oui, il peut casser par la course quelques lignes, évidemment, mais Tessman, c'est un joueur de pied, pas de mouvement, pas de course. Bref, il manque un petit peu d'oxygène, un peu de jambes dans ce cœur du jeu côté OL. Pour moi, Narte, c'est un profil très pertinent aussi pour ça. Et si on va encore plus loin, les amis, si vraiment on va au bout de la logique, question que je vous pose et que je me pose aussi en parallèle, moi je me demande si ce deal-là, ce n'est pas un deal d'anticipation. Je m'explique. Dans les caractéristiques, je trouve que Narte rejoint sur pas mal de points techniques le profil d'un certain Corentin Tolisso. Pourquoi ? Projection, volume de jeu, les courses, intensité. Même si Narte peut encore faire plus et mieux d'un point de vue défensif, je trouve qu'il n'est pas assez parfois dur dans les duels défensifs, pas assez costaud. Il pourrait apporter plus d'un point de vue défensif et d'équilibre à l'équipe pour laquelle il joue. Mais entre Tolisso et Narte, il y a plein de passerelles, plein de points communs. Et je me dis dans le fond, est-ce que nos dirigeants ne feraient pas d'une pierre deux coups ? Faire un bon deal maintenant, pour le présent, un joueur qui apporterait une plus-value technique et de registre au collectif. Et est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un petit pari sur l'avenir pour préparer, pour anticiper l'après Tolisso, qui aura 32 ans d'ici quelques mois, et on le sait, avec le temps qui passe, c'est quand même plus dur pour un milieu de terrain box-to-box, comme il l'est Tolisso, de faire les efforts, de faire les courses, c'est plus compliqué, même s'il a une forme de feu, une forme olympique qui lui mériterait, je le répète encore et encore, la Coupe du Monde côté États-Unis. Mais voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas l'idée côté dirigeant de se dire, on prend un joueur talentueux,
un potentiel à valoriser, un joueur qui peut d'ici 6 mois, 1 an prendre la relève de Corentin qui pourrait peut-être partir ou faire autre chose, quoi. C'est vraiment la question que je me pose. À vous de me le dire en commentaire, les gones, j'ai hâte de vous lire. Moi, j'y vois une forme de peut-être de passation grâce au profil qu'a Noah Narté. Bon, et pour finir les amis, 3e thème de la vidéo, là aussi assez rapide, avec une question que je vous pose et à laquelle je vous demande de répondre là maintenant en commentaire les gones. Est-ce que pour vous, on n'est pas en train d'assister à un mercato au final plus ambitieux, j'insiste bien, plus ambitieux, que ne l'aurait permis le contexte financier, économique et sportif du club? Je m'explique. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, depuis quelques heures, on a un faisceau d'indices, quelques petits signaux, des drapeaux verts vraiment intéressants, moi, qui me plaisent beaucoup, avec Paulo Fonseca qui prend la parole, avec Michael Gerlinger qui prend aussi la parole, et tous les deux nous laissent comprendre que, au final, l'OL pourrait faire quelques petites, alors pas des folies, parce qu'on n'a pas non plus les moyens de faire des folies maintenant avec l'OL, mais l'OL pourrait être ambitieux, un peu plus qu'on ne l'imaginait. Je prends une déclaration qu'a faite Michael Gerlinger, et qui a recueilli mon ami Alex Corbos, que j'embrasse et que je salue, qui bosse pour But Lyon, et Gerlinger a dit, lors des vœux aux partenaires de l'OL, on a déjà fait une grande chose avec Hendrik, peut-être que notre magicien Mathieu Louis-Jean va nous en faire d'autres. On va renforcer l'équipe. Je répète, peut-être que notre magicien Mathieu Louis-Jean va nous en faire d'autres. On va renforcer l'équipe. Alors les amis, moi quand je lis ça, dans ma tête, ça fait tilt. Je me dis, au final, Hendrik, c'est fait, mais ça va continuer. Et pourquoi pas un milieu de terrain, ça me paraît maintenant assez proche, Narté, et je me dis pourquoi pas, éventuellement un autre poste qui pourrait venir aussi. On sait que l'OL est en contact avec le petit Noah Camara du PSG, qui a un profil de central très moderne, très très bon, vraiment très bon relanceur du droit, une passe, un jeu long, très sec, très tendu, de grande qualité. Ceux qui ne connaissent pas les gones parmi vous, Noah Camara, allez jeter un œil, vraiment ça vaut le détour. C'est un profil qui est super intéressant, qui est très à l'aise à la passe sous pression, et je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout étonné que l'OL se penche sur lui. Donc, si je résume Hendrik, si je résume Narté, Noah Camara en défense, pour peut-être faire le 4e central après le départ de Barisic en Croatie à Rijeka. Donc voilà, je pense que l'OL là nous montre bien qu'il y a de l'ambition et qu'on veut vraiment faire passer un step à l'équipe pour la fin de saison. On le sait, il y a la Ligue 1, l'Europa League, la Coupe de France. Il y a un petit parfum de saison où l'OL peut peut-être décrocher un titre. Alors je dis peut-être, il faut rester prudent et modéré, mais voilà, la Coupe de France, l'Europa League, il y a moyen, quoi. Il y a cher moyen de faire un truc sympa avec cet effectif-là. On verra bien, soyons prudents, pas d'emballement de ma part, mais voilà, il y a matière à le faire. Et je pense que les dirigeants se disent ça aussi. Et la conférence de presse d'aujourd'hui de Paulo Fonseca, elle va aussi dans ce sens-là. Et quelle ne fut pas ma surprise, les gones, quand j'ai entendu Fonseca nous dire ça. Je vous mets à l'écran ce tweet hop de Gone Radio, ce compte de copains que j'aime beaucoup, qui font du très bon contenu sur l'actu de l'OL. Allez les follow en masse, c'est super important. Et qui donc ont repris la conférence de presse de Paulo Fonseca avec cette déclaration-là que je vous lis à l'instant. Paulo Fonseca qui nous parle du mercato et du poste d'attaquant. Ouvrez grand les oreilles, c'est super intéressant. Il nous faut la possibilité d'avoir un attaquant avec des caractéristiques de Satriano. Pavel Schulz et Hendrik ne sont pas des joueurs pour jouer dans la surface, physiquement très forts. Nous voulons un joueur avec ces caractéristiques. 3 petits points. Alors là, les amis, je me dis, Fonseca, il est gourmand quand même, parce que sur le banc, il a Molébé, il a Alejandro Gomez, mais lui, il veut un profil de neuf, bien tanké, bien costaud, bien fort dos au jeu, qui peut tenir les ballons, faire monter le bloc, être bon face à un bloc bas. Très bien, pourquoi pas. Mais si on décortique vraiment la sémantique de sa déclaration, il dit « il nous faut la possibilité d'avoir un numéro 9 avec des caractéristiques de Satriano. » Donc quand il dit ça, les gones, pour moi, il exprime le besoin d'avoir sur le banc un joueur qui peut en fait offrir un profil différent, des caractéristiques différentes d'Hendrik ou d'Alejandro Gomez Rodriguez. Un profil plus fort dos au jeu, un profil type Giroud, Ajorc ou d'autres auxquels je ne pense pas, mais un profil de neuf qui pourrait varier
l'attaque de l'OL. C'est intéressant. Est-ce qu'on a les moyens de faire un très bon neuf comme ça de haut jeu? Je ne pense pas, ce serait plutôt un profil de complément. Voilà, moi si demain on me dit que l'OL s'intéresse à un gars comme Ajorc de Brest, je dis très bien. Profil super intéressant, bon dos au jeu, pas trop cher, 31-32 piges, expérience de la Ligue 1, profil validé. Ça me paraît très cohérent. Donc on verra bien, mais j'ai le sentiment que l'OL a vraiment... Le club veut vraiment faire passer un cap foot, technique, en termes de qualité à l'effectif. Et ça, c'est bon signe. C'est que, en fait, c'est là la beauté du foot. Fonseca et son staff, et les dirigeants aussi, hein, Mathieu Louis-Jean, Gerlinger et tous ceux que j'oublie, ils ont réussi un pari qui est tellement compliqué, quoi. Quand tu es en contexte tendu, où il y a moins de moyens, moins de possibilités, quand tu parviens à créer une dynamique sportive positive, eh ben, tu donnes goût à tout le monde, tu donnes envie à tout le monde de croire que tu peux faire encore plus. Et dans l'engrenage positif, tout le monde veut y croire. Vous voulez y croire, moi je veux y croire, et les dirigeants y croient aussi. Ils se disent, peut-être qu'il y a un coup à jouer, quoi. Quand on voit qu'en Ligue 1, l'OL est 5e, potentiellement 4e demain si Lille perd contre Paris ce soir et que nous on bat Brest. En Coupe de France, il y a un coup à faire. En Europa League, il y a un coup à faire aussi. Voilà, et je pense que là, on est un petit peu sur le point de bascule, le point de crête entre une saison correcte et une saison presque en dehors du temps. On est entre les deux. Et quand je lis ça, Gerlinger et Fonseca, j'ai le sentiment profond que l'OL veut, alors dans un contexte bien sûr encadré, avec l'UEFA, l'ICFC, les sanctions, le sursis à quelques 37,5 millions d'euros, rappelons-le quand même, sur 4 ans. Voilà, mais malgré tout, nos dirigeants ont l'ambition de faire plus, faire mieux, et le staff aussi. Et ça, les amis, c'est vraiment le signal le plus positif qu'on a un club qui redevient ambitieux, parce que l'ambition génère l'ambition, l'appétit vient en mangeant, et quand sportivement tu te portes bien, t'as envie d'en faire plus, t'as envie d'y croire. On est 5e, pourquoi pas 4 ? Pourquoi pas 3 ? En Europa League, on fait un parcours sérieux, pourquoi pas aller plus loin ? En Coupe de France, Paris a été éliminé, pourquoi pas y croire, encore plus que prévu. Bref, il y a un petit parfum de saison, de fin de saison super excitante. Moi, ça me plaît beaucoup. Et si les dirigeants vont dans ce sens-là, ma foi, c'est juste une super nouvelle pour l'OL sportivement et pour nous en tant que supporters. Voilà en gros les gones, tout ce que je voulais vous dire. Format court, je pense, ce coup-ci. Je verrai bien au montage. Mais j'ai essayé de respecter le plus possible les 15 minutes maximum. Ciao, ciao les gones. Allez l'OL, plus que jamais. Salut.